Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir, au fil de ces prochaines semaines, un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie et du bonheur au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. Leave me alone. Just stop dogging me. Comme à l'accoutumée, c'est MTV qui diffuse en avant-première le clip Leave Me Alone le 2 janvier 1989. Dans la foulée, Moonwalker sort en vidéo le 10 janvier aux États-Unis. Les 16, 17, 18, 26 et 27 janvier, Michael entame sa dernière série de concerts pour le Bad World Tour. Le Bad Tour est la première tournée solo de Michael Jackson et elle s'achève après 16 mois, battant tous les records. Pas moins de 123 concerts ont été donnés devant près de 4,5 millions de spectateurs et ont engendré 125 millions de dollars de bénéfices à travers 15 pays différents. Pour sa part, Michael a été explosif chaque soir, perdant plusieurs kilos par concert. Chaque show a été interprété quasi intégralement en live et la voix de Michael a su rester parfaite à chaque représentation. Début février, c'est le single Leave Me Alone qui se répand à travers toute l'Europe. L'accueil du public est relativement positif, mais la chanson n'atteindra jamais la première place des charts européens. Les meilleurs classements sont ceux de l'Espagne et du Royaume-Uni pour lesquels le single se loge à la seconde place. Le 7 février, Michael se rend à la Cleveland Elementary School de Stockton en Californie afin d'apporter son soutien aux victimes. En effet, quelques jours plus tôt, au petit matin du 17 janvier, un dénommé Patrick Purdy entre dans l'école armé d'un pistolet, tire et tue 5 jeunes enfants et en blesse 29 autres ainsi qu'une enseignante. Ces victimes sont principalement des jeunes réfugiés de l'Asie du Sud-Est ayant entre 6 et 9 ans. Le déséquilibré, âgé de 35 ans, et ayant déjà un lourd passé de criminel, se donne la mort à la suite de ce massacre. Michael, touché par ce fait divers, se rend dans cette école afin d'apporter un peu de joie et de douceur dans ce lieu marqué par la cruauté humaine. Le 14 février, le chanteur fait savoir par communiqué de presse qu'il se sépare de son manager Frank DiLeo. Sans raison apparente, Michael ne veut plus travailler avec lui et lui fait savoir par téléphone. Frank DiLeo paye cher son influence et sa proximité avec le chanteur. Mais malgré tout, il aura marqué la carrière de Michael en faisant des choix stratégiques et ingénieux. Alors que Michael croule sous les récompenses, sa grande sœur, Latoya, fait également parler d'elle, mais pour des raisons bien plus sulfureuses. En mars, elle fait la couverture du magazine Playboy et elle y pose évidemment entièrement dévêtue. Incapable musicalement de sortir de l'ombre de son petit frère, elle se laisse conseiller par son manager de mari, Jack Gordon, qui la pousse à faire ses photos de charme, mettant toute la famille Jackson en émoi. Latoya coupe petit à petit les ponts avec ses parents et ses frères et sœurs et laisse son mari gérer sa carrière déjà largement chaotique. Au mois d'avril, débute le tournage de la vidéo du 9e single issu de l'album Bad, Liberian Girl. Cette dernière promet d'être époustouflante puisqu'un casting extraordinaire est prévu. Près de 40 stars et amis de Michael ont décidé de participer à sa création. Le concept est que chacune des célébrités qui apparaît à l'écran cherche Michael Jackson en fredonnant la chanson de ce dernier. Mais Michael est introuvable durant toute la séquence et se manifeste à la fin, perché derrière une caméra avouant « Ok merci à tous, c'est dans la boîte ». Tout comme le single Leave Me Alone, Liberian Girl ne sort qu'en Europe. Le 23 juin sort l'ultime album des Jackson, 2300 Jackson Street. 11 chansons composent le disque, dont le titre 2300 Jackson Street, chanté par l'ensemble de la fratrie Jackson, sauf Latoya, qui est, plus que jamais, brouillée avec le reste de sa famille, ainsi que Marlon, qui n'a pas pris part au projet, s'investissant dans une carrière solo. La chanson se veut un hommage aux parents Jackson, Catherine et Joe, et une vidéo est tournée lors d'une journée familiale dans la maison de Tito, dans laquelle on retrouve Michael et Janet, ainsi que tous les petits-enfants de Catherine et Joe. Tous collaborent à l'enregistrement de la chanson et du vidéoclip. La pochette présente les 4 frères Jackson devant la maison de leur enfance, à Gary, dans l'Indiana, et le contenu de l'album reste relativement faible. On soulignera le nom d'un jeune producteur, Teddy Riley, qui participe à l'élaboration de 2 titres de l'album. Son style plaît beaucoup à Michael qui entre en contact avec lui afin qu'il prenne part à la réalisation d'un nouveau projet. 2300 Jackson Street, dont le nom de l'album concorde avec l'adresse de la maison de leur enfance, à Gary,
reste dans les bas-fonds des charts internationaux. L'absence de Michael se fait sentir et pour le public, l'intérêt d'un disque des Jackson sans son illustre leader n'a aucune valeur. En juillet 1989, Liberian Girl sort en Europe accompagné de sa vidéo. Le single est le 9e et dernier de la période Bad. C'est un record pour un artiste de cette époque de sortir 9 singles qui se classent pour la plupart à la première place des nombreux charts américains et internationaux. Le palmarès de Bad est époustouflant. En 1989, il devient le second album le plus vendu de tous les temps derrière Thriller, avec près de 25 millions de copies écoulées à travers le monde. Michael devient ainsi l'artiste le mieux payé du monde avec 125 millions de dollars de revenus annuels. De plus, le film Moonwalker devient également la seconde vidéo la plus vendue de l'histoire, battant le record du making-of Thriller. 2 millions d'exemplaires de Moonwalker se sont vendus sur Terre. En France, l'album Bad est resté à la première place du top 50 durant 6 semaines, répandant 1 600 000 exemplaires à travers l'Hexagone. Le phénomène Jackson n'est plus à démontrer, il est à étudier. Le 28 juillet, Michael est à nouveau présent dans une campagne de publicité afin de vanter les mérites du raisin californien, mais aussi et surtout dans la campagne publicitaire Unstoppable qui voit le jour dans le cadre de la signature d'un contrat unissant le chanteur à la firme de chaussures de sport L.A. Gear. Michael participe à une conférence de presse pour annoncer ce nouvel accord le 13 septembre 1989. De remarquables clichés publicitaires sont réalisés montrant Michael avec des enfants portant les chaussures de sport flanquées du logo MJG Productions. Avant d'être un homme d'affaires, Michael est avant tout un artiste. Et en ce mois de septembre, l'artiste qu'il est travaille sur un projet baptisé Décade. Resté confidentiel, ce concept a pour ambition de clore la décennie écoulée en sortant un album composé de ses meilleurs titres complétés par quelques inédits. Pour ce disque, Michael réenregistre même des titres de la Motown comme I'll Be There ou Never Can Say Goodbye. Tout d'abord prévu pour la fin de l'année 89, l'album est repoussé puis totalement abandonné par Michael au mois de décembre, malgré l'engagement pris par CBS Records qui débourse près de 20 millions de dollars pour sa réalisation. John Branca en profite également pour négocier le montant des royalties de son client et obtient le taux le plus élevé jamais obtenu pour un artiste. Plus de 25% des bénéfices de vente de disques de Michael lui seront directement reversés. Le 13 novembre, Michael rend hommage à son ami Sammy Davis Jr. en interprétant une chanson inédite à l'occasion d'une émission spéciale consacrée à Sammy Davis Jr. pour ses 60 ans. Sammy Davis est un artiste aux multiples talents. Il est à la fois chanteur, acteur, humoriste, musicien, danseur et imitateur et tourne dans les années 60 de nombreux films avec Frank Sinatra et Dean Martin. Michael lui rend hommage dans sa chanson You Were There et déclare qu'il ne l'interprétera plus jamais et qu'elle ne figurera sur aucun support. 4 jours après Noël, Ryan White est invité à passer une semaine à Neverland. Le jeune homme, âgé d'à peine 18 ans, fut renvoyé de son école après qu'il ait été infecté par le virus de VIH suite à une transfusion sanguine. Le sida, encore peu connu à cette époque, provoque beaucoup de réactions embarrassantes et stupides et Ryan White en est la victime exemplaire. Lorsqu'il veut réintégrer son école après qu'on lui ait certifié sa maladie, de nombreux parents d'élèves et enseignants protestent contre sa présence au sein de l'établissement par crainte qu'il contamine d'autres individus. Ryan White devient rapidement un emblème national de lutte contre le VIH et il apparaît fréquemment à la télévision, et souvent en compagnie de célébrités afin de répandre son message de tolérance et de lutte contre les discriminations. C'est ainsi qu'il devient ami avec Michael Jackson. À la fin de l'année, le projet Décade a pris la forme d'un double album de 30 chansons. Michael, plus attiré par un concept nouveau et original, décide d'avorter l'idée de sortir cette pseudo-compilation. Ce projet ressortira tout de même quelques années plus tard sous un autre nom, History. Pour l'heure, Michael possède tellement de nouveaux matériaux qu'il s'oriente irrésistiblement vers un projet de nouvel album. Au printemps, les spots de pub pour la marque L.A. Gear sont diffusés dans les salles de cinéma américaines. En compagnie de sa nièce, on aperçoit le chanteur sur le rythme de The Way You Make Me Feel ou Wanna Be Starting Something déambuler dans une rue déserte portant les baskets dont il vante les mérites. Le 5 avril, l'homme au chapeau et à la main d'argent se rend à la Maison Blanche où l'attendent le président George Bush et son épouse Barbara. Le président Bush lui remet le trophée de l'artiste de la décennie dans le jardin rose de la Maison Blanche de la part du Capitol Children's Museum.
Le lendemain, le 8 avril, Michael apprend avec douleur la mort de son ami Ryan White, des suites du sida, à l'âge de 18 ans. Le chanteur est effondré et a du mal à contenir son émotion. Il prend immédiatement un avion en direction de l'Indiana pour rejoindre la famille White. 3 jours plus tard, il assiste en compagnie de Barbara Bush et d'Elton John aux funérailles du jeune homme. Plus de 1500 personnes assistent aux obsèques de celui qui aura été le symbole de toute une génération. Une semaine plus tard, le 16 mai, les sentiments de Michael sont à nouveau soumis à rude épreuve. Son ami de longue date, pour qui il avait composé une sublime et unique chanson, Sammy Davis Jr., vient de s'éteindre, victime d'un cancer de la gorge. Une nouvelle fois, le chanteur prend cette disparition comme un coup de poignard en plein cœur. En pleine préparation d'un nouveau projet, ajouté à la perte de nombreux de ses amis proches en ce premier semestre, Michael attaque la mise en place de ce qui pourrait être le processus de création d'un nouvel album. Ayant de nombreuses chansons en stock, suite au projet avorté Decade, le 25 juin, Michael rentre en studio pour commencer à enregistrer quelques titres. Quincy Jones ne fait plus partie de sa nouvelle aventure, mais Michael contacte un autre producteur, un dénommé Teddy Riley. Le jeune homme avait déjà travaillé avec les Jacksons sur la production de leur dernier album 2300 Jackson Street. Teddy Riley est l'inventeur d'un nouveau courant musical à la mode, le New Jack Swing, un mélange de R&B et de hip-hop. Le genre est popularisé par des artistes comme Bobby Brown notamment et par le propre groupe de Teddy Riley, Guy, un trio de chanteurs-rappeurs. Michael s'apprête définitivement à tourner un chapitre de son histoire et de sa carrière. Adieu les années 80, bienvenue aux années 90. À cette même période, les spots de L.A. Gear, initialement diffusés dans les salles obscures, passent en boucle sur les chaînes de télé américaines. Chaque foyer américain découvre Michael et sa nièce Brandy vantant les mérites d'une chaussure sportswear. Malgré la diffusion de ces spots, le public visé par la marque de sport n'accroche pas et ce sera un échec cuisant puisque les ventes ne décolleront jamais. L.A. Gear accuse Michael de ne pas s'investir conformément aux clauses du contrat puisqu'il refuse de porter les fameuses baskets en public. En août, Sega, l'illustre entreprise américano-japonaise de création de jeux vidéo et de consoles, sort un nouveau jeu vidéo sur leur dernière borne d'arcade, la Mega Drive. Il s'agit de Moonwalker, basé sur le scénario du film de Michael Jackson sorti en 1988. Le but de ce jeu d'aventure étant de délivrer les enfants kidnappés par Mr. Big en utilisant des pas de danse caractéristiques et en faisant usage de nombreux pouvoirs magiques. Le jeu n'est pas une pure merveille mais remporte un succès conséquent auprès des jeunes joueurs. Le 18 août, Michael annonce que Sandy Gallin devient son manager officiel. Sandy Gallin est un producteur américain qui a déjà représenté de nombreuses autres célébrités. Le 12 septembre et après de nombreux désaccords avec Walter Yetnikoff, Michael assiste à une fête organisée pour célébrer la nomination du nouveau PDG de CBS Records, Tommy Mottola. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur la légende. À bientôt.